Il était 6h30 du matin lorsque j'ai respiré à plein poumon l'air si particulier du port de La Rochelle, imprégné d'une odeur de sel et de mazout. Les eaux grises de l'océan Atlantique ondulaient doucement, telles celles d'un géant qui s'éveille. Mais le quai était déjà plongé dans le chaos. Je m'appelle Eva Green. Quand la plupart des gens me voient en civil, une simple tasse de café à la main, ils pensent que je suis une enseignante à la retraite ou peut-être une fonctionnaire en week-end. Mon manteau en cachemire beige et mon foulard en soie bleu marine autour du cou étaient un camouflage parfait pour entretenir cette illusion. Personne n'aurait pu deviner que sous cette apparence civile se cachait un contre-amiral, chef de la communication et des relations publiques de la marine française. Et pour être honnête, ce matin-là, je ne voulais pas que quelqu'un le sache. Je voulais juste observer. Ce matin-là, le quai de La Rochelle était devenu le décor du film Le Dernier Horizon. L'une des productions cinématographiques de guerre les plus coûteuses de France, voire d'Europe. On parlait d'un budget de production de 120 millions d'euros. Mais il y a certaines choses que l'argent ne peut pas acheter. Par exemple, 2 frégates de classe Aquitaine et un sous-marin nucléaire d'attaque. J'étais là parce que c'était moi qui avais signé l'autorisation permettant à ces monstres d'acier, c'est-à-dire mes navires, d'être utilisés comme décors. Dans ce film, il s'agissait d'une stratégie visant à renforcer les relations publiques de la marine et à susciter l'intérêt des jeunes pour l'armée. Du moins, c'est ce qui ressortait sur le papier. Mais en observant le plateau de loin, je ne pouvais réprimer le malaise qui grandissait en moi. Le plateau ressemblait à une ruche en pleine effervescence. Centaines de techniciens, d'éclairagistes, d'ingénieurs du son et de figurants s'affairaient dans tous les sens comme des fourmis. D'énormes grues déchiraient le ciel, des caméras coûteuses étaient installées aux endroits les plus stratégiques du quai. Et au milieu de toute cette agitation, il y avait cet homme assis sur son trône comme un empereur, le réalisateur Jean-Luc Renard. Jean-Luc était considéré comme le enfant prodige du cinéma français. Mais parmi les membres de l'équipe, on le surnommait plutôt le tyran. Même de loin, je pouvais entendre ses cris. Il utilisait son mégaphone comme une arme et traitait les gens comme des pions. Je m'approchais lentement du plateau. J'admirais avec émerveillement la silhouette imposante de la frégate FS Languedoc amarrée au quai. Mon équipage attendait au garde-à-vous sur le pont du navire. C'étaient des soldats. Ils étaient disciplinés, bien entraînés et patients. Mais en entendant les insultes que Jean-Luc lançait à ses assistants, je voyais les jeunes lieutenants sur le pont serrer les mâchoires. La lumière. Où est cette fichue lumière? Rugit Jean-Luc. Sa voix couvrait les cris des mouettes. Si vous ne me donnez pas ce lever de soleil, je vous vire tout. Chaque minute de cette production coûte 50 000 euros, vous en êtes conscient, bande d'imbéciles. 50 000 euros. J'ai ri. Une seule torpille du sous-marin derrière moi coûtait plus cher que cela. Jean-Luc confondait argent et pouvoir. Et j'étais sur le point de découvrir à quel point cette confusion pouvait être dangereuse. Je suis sorti de la zone délimitée par le cordon de sécurité, déclarée zone de sécurité, par l'équipe de tournage. Je n'avais pas l'intention d'intervenir, je me dirigeais simplement vers le quai pour saluer brièvement le commandant du navire. J'étais en civil, oui. Je n'avais pas de carte de tournage autour du cou, oui. Mais c'était mon port. Ces navires étaient sous mes ordres. Je me sentais donc chez moi à chaque pas que je faisais. Mais pour Jean-Luc Renard, le monde se résumait à ses angles de caméra, alors que je passais entre le Languedoc et l'équipe de tournage. Tout le plateau est soudainement devenu silencieux. Le bruit chaotique s'est arrêté net. Seul le sifflement du vent et le cliquetis de mes talons sur le béton subsistaient. Je me suis retourné et j'ai croisé le regard de Jean-Luc, qui s'était levé brusquement de son fauteuil de réalisateur, le visage rouge de colère. Il y avait dans ses yeux une haine pure. Ce n'était pas la haine d'un artiste dont l'œuvre avait été bafouée, mais celle d'un enfant gâté à qui on avait touché à son jouet. « Coupé !» a-t-il crié. Sa voix était si forte que les mouettes sur le quai se sont envolées. Un profond silence s'est installé. Jean-Luc est descendu de sa chaise de réalisateur et s'est dirigé vers moi. Avec sa veste de créateur défraîchie qui valait sans doute plusieurs milliers d'euros et son écharpe outeuse autour du cou, il ressemblait à une tempête qui s'approchait de moi. « Et toi ?» a-t-il crié en pointant son doigt vers mon visage. Oui, toi, l'inutile en manteau beige. Je suis resté où j'étais. Mon visage ne trahissait ni peur ni surprise. Années d'entraînement militaire m'avaient rendu maître dans l'art de contrôler les muscles de mon visage. J'ai simplement penché légèrement la tête sur le côté, impatient de voir jusqu'où ce petit homme allait aller. À ce stade, j'aimerais vous poser une question. Avez-vous déjà vécu un moment dans votre vie où, tout en connaissant l'ampleur de l'erreur commise par la personne en face de vous, vous vous êtes contenté de l'observer sans la prévenir? Ce que vous ressentez à ce moment-là n'est pas de la colère, c'est une curiosité glaciale. En ce moment même, je suis en proie à cette curiosité. Si vous vous demandez vous aussi ce qu'est le pouvoir et comment l'orgueil peut aveugler les hommes, ne détournez pas les yeux de cette histoire. Car ce que vous allez voir, c'est l'anatomie de la fin d'une carrière.
Jean-Luc s'est approché tout près de moi. Son haleine sentait la cigarette et l'espresso cher. Pour qui te prends-tu? Siffla-t-il. Sa salive allait presque m'éclabousser le visage. Qu'est-ce que tu fais sur mon plateau dans mon cadre? De quelle agence viens-tu? Es-tu figurant, barista, ou simplement un touriste stupide qui s'est perdu? L'une des assistantes derrière lui, une jeune femme, porta la main à sa bouche, terrifiée. Elle avait probablement peur de la colère de Jean-Luc. Mais moi, derrière Jean-Luc, je voyais le capitaine du navire, le capitaine Moreau, debout sur le pont. Le capitaine Moreau m'avait reconnu. Il portait la main à son chapeau pour me saluer, mais je lui fis un signe discret de la main pour lui dire d'attendre. Pas encore, je ne faisais que passer. Dis-je d'une voix calme. Mon ton était presque un murmure à côté du rugissement de Jean-Luc, mais il était clair. Je regardais les vaisseaux. Cette réponse, loin de le calmer, eut l'effet d'une allumette jetée sur de l'essence. Elle regardait les bateaux. S'esclaffa-t-il d'un rire moqueur avant de se tourner vers l'équipe de tournage. Vous avez entendu? Madame regardait les bateaux. Est-ce un parking ici? Est-ce un musée? C'est un décor qui vaut des millions d'euros. Il se tourna à nouveau vers moi. Ses yeux se plissèrent avec mépris. Il me dévisagea de la tête aux pieds. Mes chaussures, mon sac, mon manteau. Écoute, ma chérie, dit-il d'un ton méprisant. Il est évident que ton âge ralentit un peu ta perception. Mais là, tu viens de gâcher le chef-d'œuvre de l'un des plus grands réalisateurs au monde. Avec ton stupide manteau beige, tu as ruiné ma parfaite atmosphère grise. Tu as pollué mon esthétique visuelle. Je mis la main dans ma poche. Je sentis mon téléphone. La froideur du métal me rassura. Je pense qu'il y a un malentendu. Dis-je, ma voix se glaçant. Ma présence ici est un peu plus complexe que vous ne le pensez. Un malentendu. Jean-Luc fit signe aux agents de sécurité du plateau. 2 gardes costauds se mirent à courir vers nous. Le seul malentendu, c'est que tu respires encore sur mon plateau. Je vais te faire expulser d'ici, tu m'entends? Je vais te faire expulser de cette ville. Je vais même te poursuivre en justice, tu seras obligé de vendre ton manteau bon marché. Les gardes de sécurité nous ont rejoints. L'un d'eux a tenté de m'attraper par le bras. Ne touche pas, dis-je. Ma voix n'était pas forte, mais le ton autoritaire de ma phrase eut pour effet de paralyser le garde, comme s'il avait reçu une décharge électrique. Un soldat reconnaît l'ordre d'un commandant où qu'il se trouve. Ce garde était peut-être un ancien soldat, ou peut-être avait-il simplement un instinct de survie très développé. Il laissa sa main en l'air et recula. Jean-Luc était encore plus énervé par cette hésitation. Qu'est-ce que vous attendez? Jetez cette femme dehors. Traînez-la si nécessaire. Je pris une profonde inspiration. L'air matinal de La Rochelle ne me semblait plus aussi pur. L'odeur de l'arrogance et de l'ignorance envahissait les lieux. Je lançai à Jean-Luc le regard le plus froid qu'il ait jamais vu. Monsieur Renard, dis-je, utilisant son nom pour la première fois. Cela le surprit. Qui pensez-vous avoir autorisé l'utilisation des navires de la marine pour le tournage de ce film? Jean-Luc hésita. Un doute passa brièvement sur son visage, mais son ego était si grand qu'il étouffa immédiatement la voix de la raison. Je m'en fiche, s'écria-t-il. Le ministre de la Culture, le chef d'état-major, peu m'importe qui l'a donné. Ici, c'est moi le dieu. Et vous, vous quittez mon plateau. Tout de suite. Je sortis mon téléphone de ma poche. Je déverrouillai l'écran. Mon pouce s'arrêta sur le numéro enregistré sous Centre des opérations. Vous devriez vous en soucier, monsieur Renard. Dis-je lentement. Parce que vous pensez être un dieu, mais vous oubliez une chose. Les dieux contrôlent la foudre. Vous, vous ne contrôlez que vos jouets. Et malheureusement, ces jouets viennent de retourner à leur propriétaire. Pour la première fois, j'ai vu une véritable lueur de peur dans les yeux de Jean-Luc. Mais il était trop tard. J'ai appuyé sur le bouton d'appel. Tout en portant le téléphone à mon oreille, je n'ai pas quitté Jean-Luc des yeux. La personne à l'autre bout du fil a répondu dès la première sonnerie. À vos ordres, amiral. A répondu l'officier de service à l'autre bout du fil. Sa voix était claire, forte et prête. Code Alpha 0. Ai-je dit. Nous retirons tout notre soutien. Immédiatement. Jean-Luc a légèrement ouvert la bouche. Amiral? A-t-il murmuré. Le vent a semblé emporter ce mot jusqu'à la passerelle de la frégate Languedoc. Le jeu était terminé. Et Jean-Luc, même s'il ne s'en rendait pas encore compte, s'apprêtait à tourner la scène la plus coûteuse de sa vie. Mais cette fois, ce n'était pas lui le réalisateur. Au moment où je raccrochai le téléphone, l'atmosphère du port de La Rochelle changea radicalement. D'abord, une profonde vibration se fit sentir. Une vibration sismique qui partit du sol en béton du quai et remonta jusqu'à la semelle des coûteuses mocassins italiennes de Jean-Luc. Faisant claquer ses dents, Jean-Luc a regardé autour de lui pour comprendre ce qui se passait. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-il crié, d'une voix qui n'était plus aussi autoritaire. Qui a mis en marche ces générateurs? J'ai dit que je ne voulais pas de bruit. Ingénieur du son, arrêtez ce fichu bruit.
Mais ce n'était pas le bruit d'un générateur. C'était le bruit du réveil de la puissance navale française. Une fine colonne de fumée grise s'éleva de la cheminée de l'énorme frégate FS Languedoc derrière nous. La FS Auvergne, juste à côté, la rejoignit. Les turbines à gaz des deux navires, d'une puissance totale de 60 000 chevaux, s'étaient mises en marche simultanément. Ce bruit n'était pas un bruit qu'un réalisateur pouvait faire taire en disant couper. Ce bruit était le rugissement d'une puissance qui régnait sur les océans. Sans quitter Jean-Luc Deyeux, je dis, ce ne sont pas des générateurs, monsieur Renard. Je n'ai pas besoin de crier pour me faire entendre, car Jean-Luc était terrifié et fixait son regard sur moi. Ce sont les décors que vous venez de renvoyer. Une agitation soudaine s'empara du pont du navire. Les soldats figurants, qui venaient d'encaisser les insultes de Jean-Luc, détachaient maintenant les cordages avec une discipline militaire impeccable et couraient vers leur poste de manœuvre. Le capitaine Moreau apparut sur le pont. Il posa ses jumelles et regarda directement vers moi, la femme en manteau beige qui se tenait sur le quai. Puis, sous les regards stupéfaits de centaines de techniciens et de Jean-Luc, il me salua d'un salut militaire net et précis. Je lui rendis son salut en inclinant légèrement la tête. Jean-Luc regarda tour à tour le capitaine et le navire. Son visage passa du rouge au blanc de plomb. Qu'est-ce que tu fais? Balbutia-t-il. On tourne? Les lumières sont prêtes. Les acteurs sont en maquillage. Où vont-ils? Je fis un pas vers lui. À mesure que la distance entre nous se réduisait, je sentais à quel point il rapetissait et à quel point je grandissais. Je vous l'avais dit, dis-je, sans laisser transparaître la moindre émotion dans ma voix. J'ai retiré le soutien de la marine. Code Alpha 0. Cela signifie mission annulée et retour immédiat à la base. Mes vaisseaux, mes soldats et mon autorité ne sont plus au service de vos caprices. Jean-Luc se tourna vers son assistant, paniqué. Appelez le ministre. Appelez immédiatement le ministre de la Culture. Cette femme est folle. Elle sabote la production. Elle arrête la production. Appelez-le. Dis-je calmement. Je croisai les bras sur ma poitrine. Appelez qui vous voulez. Mais sachez ceci, dès lors qu'un amiral français estime que la sécurité ou la réputation de ses navires est menacée, il a le pouvoir de les retirer de n'importe quel endroit. Et vous, monsieur Renard, vous venez de tenter de salir la réputation de la marine française pour satisfaire votre ego. À ce moment-là, la surface de l'eau a commencé à bouillonner. Juste à côté des frégates, un sous-marin nucléaire de classe Suffren, qui attendait comme un chasseur furtif, avait commencé à vider ses ballasts. Les vagues formées par l'écume ont frappé le quai et ont mouillé le matériel photographique coûteux que l'équipe de tournage avait installé sur la côte. L'un des caméramens a crié « La caméra, il y a de l'eau !» en essayant de sauver sa caméra à 80 000 €. Jean-Luc était fou de rage. Il s'arrachait les cheveux. « Arrêtez, arrêtez-les. Ce sous-marin était ma scène finale. Sans lui, le film est fichu. On va couler. Vous allez payer des dommages et intérêts. Vous m'entendez ? Je vais vous poursuivre en justice et vous ne pourrez jamais rembourser les dommages et intérêts. » J'ai souri. Mais ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était le sourire froid d'un chasseur observant les derniers soubresauts de sa proie. « Dame dommages et intérêts ?» ai-je demandé. « Monsieur Renard, vous vous trouvez actuellement dans une zone d'opération militaire. Et techniquement, vous venez de connaître des délits d'insultes et de menaces à l'encontre d'un militaire, moi-même. Priez pour que je ne vous renvoie pas devant un tribunal militaire. Vous pourriez alors être obligé d'échanger vos caméras hors de prix contre des repas à la cantine de la prison. » Le Languedoc commença à s'éloigner lentement du quai. Les énormes tourbillons créés par les hélices transformèrent la parfaite atmosphère grise de Jean-Luc en une bataille aquatique chaotique. Les cordages tombèrent à l'eau. Le navire glissait comme une jument libérée. Jean-Luc courut derrière le bateau qui s'éloignait. Il alla jusqu'au bout du quai et agita les bras comme s'il pouvait arrêter de ses mains cette énorme masse d'acier. « Revenez !» hurla-t-il. Sa voix n'était qu'un cri pitoyable, noyé dans le rugissement des turbines à gaz. « Je suis Jean-Luc Renard. Vous ne pouvez pas me faire ça. » Mais ils le firent. Nous le fîmes. Je marchais lentement derrière lui. Au bout du quai, à bout de souffle, les épaules affaissées. Regardant cette production de 120 millions d'euros qui s'éloignait, je devais donner une dernière leçon à cet homme. Je m'approchai de lui. Sans quitter la mer des yeux, il murmura « Comment pouvez-vous faire ça? Les scènes de guerre. Sans elles, mon film n'est rien. » Je me suis tourné vers lui. Le vent faisait flotter mon écharpe. L'art exige de la créativité, Jean-Luc. Lui et je dis. De vrais navires de guerre, de vrais soldats. C'étaient des jouets coûteux que vous utilisiez pour masquer votre incompétence. Ces jouets n'existent plus. Je sortis mes lunettes de soleil de mon sac et les mis. C'était le signe universel que la conversation était terminée. Ne vous inquiétez pas. Ai-je ajouté avant de me retourner et de commencer à marcher. Votre technologie a beaucoup progressé, n'est-ce pas? Vous filmez désormais ces scènes de guerre grandioses avec des canards en plastique.
Ou mieux encore, peut-être les filmez-vous dans votre baignoire. Là, aucun amiral ne viendra vous déranger. Je me suis retournée et j'ai commencé à marcher. Contrairement au silence qui régnait auparavant, les chuchotements de l'équipe de tournage s'intensifiaient. Personne n'allait aider Jean-Luc. Les éclairagistes, les ingénieurs du son, les maquilleurs, tout regardaient comment ce tyran qui leur avait fait vivre un enfer pendant des années s'était effondré en seulement 5 minutes. J'ai même vu un chef éclairagiste sourire discrètement. À ce moment-là, j'ai compris une chose très clairement, les gens respectent le pouvoir, oui. Mais les gens aiment le pouvoir de la justice. En marchant, mon téléphone a de nouveau vibré. J'ai regardé l'écran. Il y avait un message du capitaine Moreau comme vous l'avez ordonné, amiral. Bonne chance pour les canards en plastique. J'ai souri. Mais cette victoire n'était qu'un début. Jean-Luc Renard était anéanti, mais pas détruit. Et s'il y a une chose que les femmes comme moi savent très bien, c'est que les égos blessés sont dangereux. La guerre ne faisait que commencer. Et j'étais prête à enfiler mon uniforme. Pensez-vous que Jean-Luc va abandonner? Ou va-t-il lancer une chasse aux sorcières contre moi avec l'aide de son ego démesuré et du pouvoir des médias derrière lui? Vous connaissez la réponse. Les hommes arrogants ne partent jamais sans faire de bruit. Ils aiment faire du bruit. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que je n'aime pas le bruit. J'aime la tempête. En quittant le plateau et en marchant vers ma voiture, j'ai savouré le chaos que je laissais derrière moi. J'ai ouvert mon répertoire téléphonique. Il y avait encore une personne à appeler. Si nous devions entrer en guerre, je devais remplir mon arsenal. En quittant La Rochelle pour rejoindre l'autoroute à 10 en direction de Paris. Le ciel avait pris une teinte grisâtre qui correspondait à mon humeur. Le bruit rythmique des essuie-glaces, tic-tac, régulait mes pensées comme un métronome. La Peugeot 508 immatriculée civile sous mes pieds roulait silencieusement sur la voie de gauche de l'autoroute. Mais la radio n'était pas silencieuse du tout. Depuis que j'étais montée dans la voiture, j'écoutais la chaîne d'information BFM TV. Et comme je m'y attendais, Jean-Luc Renard avait réussi à créer une crise nationale à partir de sa petite chute dans le port de La Rochelle. Et cela en seulement 45 minutes. Le présentateur à la radio parlait avec enthousiasme. Le célèbre réalisateur Jean-Luc Renard vient de partager une vidéo choquante sur son compte de réseau social. Renard affirme que le tournage du film Le Dernier Horizon a été interrompu par l'armée et stoppé par une tentative de censure fasciste. Ses fans se sont rassemblés devant le ministère de la Culture. J'ai eu du mal à ne pas rire. Pris d'assaut par l'armée, ils m'avaient qualifié des envahisseurs, parce que j'avais retiré mes navires. L'imagination de cet homme était vraiment admirable. J'aurais aimé que les scénarios de ces films soient aussi créatifs que ces mensonges. J'ai augmenté un peu le volume de la radio. La voix tremblante et victimaire de Jean-Luc a envahi l'habitacle de la voiture. Ce n'est pas seulement une attaque contre moi, criait Jean-Luc, probablement devant un groupe de journalistes. C'est un coup porté à l'art français, à la liberté d'expression. Une femme bureaucrate de niveau intermédiaire, que je ne connais pas, a utilisé les navires de l'État comme son jouet personnel. Simplement parce que je ne l'ai pas laissé se promener comme elle le voulait sur mon plateau. Elle a retiré ses navires. Pourquoi? Parce que j'ai blessé son ego. Une bureaucrate de niveau intermédiaire. Murmurai-je pour moi-même. Cette description aurait beaucoup fait rire mes collègues du commandement de la marine. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer sur le siège passager. À chaque fois que l'écran s'allumait, je voyais un nom différent, attaché de presse, département juridique, voire secrétaire d'État à la culture. Paris était en feu. Jean-Luc avait utilisé son arme la plus puissante, la manipulation médiatique. La plupart des gens paniquent à ce stade, en voyant les gros titres fascistes, censeurs, incompétents, qui paraissent à son sujet, ils perdent leurs moyens. Il publie immédiatement un communiqué d'excuses pour tenter de sauver la situation. C'est exactement ce à quoi s'attendait Jean-Luc. Il pensait que j'allais prendre peur, me cacher, présenter mes excuses et renvoyer les navires sans broncher. Mais Jean-Luc avait oublié une chose, j'étais un soldat. Nous ne paniquons pas. Nous évaluons la situation, nous définissons une stratégie et nous détruisons. Il était 14 heures lorsque je suis entré à Paris, dans le complexe du ministère de la Défense connu sous le nom de Ballargone. L'immense façade futuriste en verre du bâtiment reflétait le ciel gris. Les soldats du poste de sécurité ont reconnu ma voiture et ont rapidement levé les barrières. Le respect dans leurs yeux a immédiatement effacé l'insulte de Jean-Luc à propos des bureaucrates de niveau intermédiaire. En marchant dans les couloirs menant à mon bureau, je pouvais sentir la tension électrique qui flottait dans l'air. Jeunes lieutenants, fonctionnaires civils, assistants. Tous lisaient les nouvelles sur leurs tablettes, chuchotaient, puis se taisaient et s'écartaient en me voyant. Ce n'était pas de la peur que je lisais dans leurs yeux, mais de la curiosité. Comment l'amiral Green va-t-il réagir? Semblait-il me demander. Lorsque je suis entré dans mon bureau, j'ai été accueilli par mon bras droit, le colonel Mercier.
Mercier était un homme d'une cinquantaine d'années, toujours vêtu d'un uniforme impeccablement repassé, qui ne laissait jamais transparaître ses émotions. Mais aujourd'hui, même lui avait une fine couche de sueur sur le front. « Amiral », dit-il en montrant l'écran géant devant lui. La situation est complexe. Les tendances Twitter étaient affichées à l'écran. En première position, Jean-Luc Noest Passal. En deuxième position, censure de la marine. En troisième position, il y avait des hashtags très désagréables à mon sujet. Ce n'est pas compliqué, Mercier. Dis-je en retirant mon manteau pour le suspendre. C'est juste bruyant. Je me suis assis à mon bureau. J'ai ouvert la boîte en bois sculptée posée dessus et j'en ai sorti un stylo à plumes. Mon calme a rendu Mercier encore plus nerveux. Monsieur, dit-il avec hésitation, le ministre de la Culture a appelé. Il est très en colère. Jean-Luc menace de boycotter le festival de Cannes. Le Premier ministre devrait également faire une déclaration. Notre service de presse a préparé un communiqué de démenti et attend votre accord. Je levai la main pour le faire taire. Pas de démenti, Mercier. Pas de communiqué. Pas d'excuses. Mercier cligna des yeux, stupéfait. Mais monsieur, si nous restons silencieux, cela reviendra à accepter les accusations. Le public nous lynche. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai joint les doigts. Le public ne nous lynche pas, Mercier. Ce sont les trolls payés par Jean-Luc et quelques journalistes en quête de sensationnel qui crient. Le public ne connaît pas encore la vérité. Je m'approchai de Mercier. Jean-Luc se croit actuellement dans un château fort. Il a construit une tour de verre. Il est monté tout en haut et nous jette des pierres. Il a érigé autour de lui un mur constitué des médias, de ses admirateurs et du monde artistique. Si nous lui répondons maintenant, nous jetterons des pierres sur ce mur. Et ce mur est solide. Alors qu'allons-nous faire, amiral? J'ai souri. Ce sourire froid était de retour. Nous n'attaquerons pas ce mur, Mercier. Nous ébranlerons les fondations de cette tour de verre. Savez-vous quelle a été la plus grande erreur de Jean-Luc? Il s'est cru intouchable. Mais tout le monde a une faille. Surtout ceux qui se prennent pour des dieux. J'ai ouvert mon tiroir et j'ai sorti la petite clé USB que le capitaine Moreau m'avait donnée en partant le matin, sans la mention CONFIDENTIL, mais dont le contenu pouvait avoir l'effet d'une bombe nucléaire. Appelez le major le maire des services secrets, ai-je dit. Et je veux les rapports d'audit financier des 5 dernières années de la société de production de Jean-Luc Renard, Renard Film, ainsi que la liste des subventions qu'il a reçues du ministère de la Culture. Les yeux de Mercier se sont mis à briller. Il avait compris mon intention. Préparons-nous à une attaque financière, monsieur? Non, répondis-je en faisant tourner la clé USB dans les airs. Ce n'est pas une contre-attaque. C'est une autopsie. Jean-Luc devra expliquer comment il a dépensé l'argent public, c'est-à-dire les impôts des contribuables, pour satisfaire son ego sur ce plateau de tournage. Pendant qu'il jouera avec ses canards en plastique, nous compterons les trous dans son navire en perdition. À ce moment-là, une alerte dernière nouvelle est apparue sur le grand écran de télévision dans la pièce. Jean-Luc était en direct. Entouré d'acteurs célèbres, il parlait en versant des larmes de crocodile. « Cette femme », disait Jean-Luc en agitant son doigt vers la caméra. « Cette femme est l'ennemie de la culture française. Je veux qu'elle démissionne. Je veux même qu'elle soit jugée. Elle a osé me renvoyer de mon plateau. » Moi, je regardais l'écran. Jean-Luc ressemblait à un héros tragique préparant sa propre fin. Plus il criait fort, plus sa chute serait brutale. « Crie, Jean-Luc !» murmurai-je à l'écran. « Crie plus fort, car bientôt, ta voix sera réduite au silence et seuls les faits parleront. » Je me suis tourné vers Mercier. « Je veux le maire ici immédiatement. Et apportez-moi un café. Sans rien. La nuit va être longue. » Voici une question, même si un mensonge se propage rapidement, combien de temps faut-il à la vérité pour le rattraper? Jean-Luc est actuellement en train de sprinter. Mais il oublie une chose, nous sommes des marathoniens. Et cette course ne fait que commencer. La tour de verre de Jean-Luc était-elle aussi solide qu'il le pensait? Ou bien pouvais-je, avec ma petite clé USB et quelques rapports financiers, faire s'écrouler cette tour sur sa tête? Ma prochaine action menacerait non seulement sa carrière, mais aussi sa liberté. Préparez-vous, car c'est maintenant à mon tour de devenir le chasseur. Dans mon bureau de Balargone, la notion du temps s'était évanouie. Dehors, dans les rues de Paris, les admirateurs de Jean-Luc continuaient probablement à scander des slogans et à organiser des pétitions sur les réseaux sociaux pour demander ma démission. Mais dans mon bureau, il n'y avait que le léger ronronnement de la climatisation et le bruit des doigts du major Lemaire tapant sur son clavier. Tic tic tic. Ce bruit, c'était celui des clous enfoncés dans le cercueil de Jean-Luc. Il était minuit passé. Mon bureau était couvert des états financiers, des relevés bancaires et des déclarations fiscales des 5 dernières années de la société Renard Film. Assis en face de moi, le major Lemaire était l'analyste surnommé Cyberghost du service de renseignement.
Le maire était capable de reconstituer la vie d'une personne à partir de données numériques. Et à cet instant, il était en train de reconstituer à quel point la vie brillante de Jean-Luc était en réalité sordide. Amiral, dit le maire sans quitter l'écran des yeux. Sa voix était neutre, mais son ton soulignait l'importance de sa découverte. Il y a ici une anomalie. Je posai ma tasse de café et m'approchai de lui. Montrez-moi. Le maire désigna une ligne dans le tableau Excel complexe affiché à l'écran. La rubrique logistique et services externes. Du budget de production, dit-il. Jean-Luc a transféré les 4 millions d'euros de subventions qu'il a reçus du ministère de la Culture pour son dernier film à une société basée au Panama sous le nom de Conseil Maritime. La société s'appelle Poséidon Services. Je fronçai les sourcils. Conseil Maritime. Nous lui fournissions des services de conseil gratuits. La marine lui apportait tout le soutien technique nécessaire gratuitement. Cela faisait partie de l'accord. C'est justement ce qui est intéressant, monsieur, dit le maire en ouvrant une autre fenêtre. J'ai accédé au registre de la société Poséidon Services au Panama. La société n'a qu'un seul actionnaire, un cabinet d'avocats. Mais l'adresse enregistrée de la société. Le maire marqua une pause et afficha une image Google Earth à l'écran. Cela correspond au numéro de la villa de vacances de Jean-Luc Renard à Saint-Tropez. Un silence glacial s'installa dans la pièce. À ce moment-là, la colère froide fit place à une satisfaction pure. Il ne s'agissait plus d'une affaire d'insulte. C'était de la fraude qualifiée. Jean-Luc transférait l'argent qu'il recevait de l'État, c'est-à-dire les impôts des contribuables, à sa société écran sous le nom de service technique, puis dans sa propre poche. Continuez. Dis-je. J'en veux plus. Trouvez-moi un rocher assez gros pour me couler. Le maire claqua des doigts. Il y a plus, amiral. J'ai examiné les enregistrements des caméras de sécurité du navire sur la clé USB fournie par le capitaine Moreau. Les cris artistiques de Jean-Luc sur le plateau n'étaient pas seulement pour le spectacle. Une vidéo granuleuse est ouverte à l'écran. Date hier soir. Lieu passerelle du Languedoc. Jean-Luc est sur la passerelle, accompagné de 2 hommes en civil que je ne reconnais pas. Dans la vidéo, Jean-Luc montre les systèmes radars sensibles du navire aux hommes à ses côtés et leur explique quelque chose. Les hommes prennent des photos des écrans radars avec leurs tablettes. Qui sont ces hommes? Ai-je demandé, le ton de ma voix trahissant mon inquiétude grandissante. Le système de reconnaissance faciale a trouvé une correspondance, répond le maire. L'homme à droite est un conseiller en sécurité privée d'origine russe. En réalité, c'est un intermédiaire qui vend des informations sur le marché international des armes. J'ai plissé les yeux. Jean-Luc ne se contentait pas de voler l'État. Sous couvert de réalisme, il essayait également de vendre ou de divulguer à des tiers les images de nos systèmes radars conformes aux normes de l'OTAN. Peut-être sciemment, peut-être juste pour se donner de l'importance. Mais selon le code militaire, cela relevait à la fois de l'espionnage et de la négligence grave. Et la sanction n'était pas de recevoir un prix au Festival de Cannes, mais de faire des centautes dans une prison militaire. Je me suis penché en arrière. Les cartes que j'avais en main n'étaient plus seulement puissantes. Elles étaient mortelles. Délits financiers, détournement de fonds publics, crimes militaires, ouverture de zones militaires sensibles à des personnes non autorisées et violation de la sécurité des informations. Jean-Luc était probablement en train de siroter une coupe de champagne dans son luxueux appartement parisien, pensant que j'allais rédiger ma lettre de démission le lendemain matin. Mais en réalité, j'étais en train de rédiger son acte d'accusation. Le colonel Mercier est entré dans la pièce. Il tenait une tablette dans ses mains. Monsieur, dit-il, Jean-Luc vient de faire une nouvelle déclaration. Il a annoncé qu'il tiendrait une grande conférence de presse demain matin à 10 heures, en présence de ses avocats. Il a déclaré qu'il vous poursuivrait pour abus de pouvoir et entrave à l'art. J'ai souri. C'était exactement le coup que j'attendais. Son arrogance l'avait conduit au bord du précipice et il était maintenant sur le point de sauter de son plein gré. Laissons-le faire, dis-je. Mon calme, tandis que je rangeais les documents sur la table, avait même effrayé Mercier. Qu'il organise sa conférence de presse. Qu'il appelle les caméras. Que toute la France le regarde. Plus il sera haut, plus sa chute sera spectaculaire. Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre. Les lumières de Paris brillaient en contrebas. Mercier, organisez-moi une conférence de presse demain matin à 10h30. Mais pas au ministère de la Défense. Où cela, monsieur? Sur les marches du bureau d'enquête sur les crimes financiers. Les yeux de Mercier s'écarquillèrent. Ce serait une déclaration de guerre, amiral. Non, colonel, répondis-je en regardant mon reflet dans le miroir. Ce sera une exécution. La guerre oppose 2 forces égales. Jean-Luc n'est pas mon égal. Il n'est qu'un bateau qui a heurté le mauvais rocher. Je me tournai vers le maire. Faites des copies de tous ces documents. Une pour le procureur, une pour le ministère des Finances et une pour moi. Et ces images de vidéosurveillance.
Faites-en un montage spécial. Je veux voir le sourire de Jean-Luc lorsqu'il montre les écrans radars aux marchands russes. Clair et net. Je pris ma veste pour sortir de la pièce. Le matin approchait. Je devais dormir quelques heures. Car demain, la tempête silencieuse allait s'abattre. Et Jean-Luc Renard allait être submergé par un tsunami que même ses canards en plastique ne pourraient le sauver. Pensez-vous que le plus grand ennemi de l'homme n'est pas son orgueil? Si Jean-Luc avait présenté ses excuses et s'était retiré au lieu de s'en prendre à moi, ses dossiers seraient peut-être restés à jamais sur ses étagères poussiéreuses. Mais il a choisi de réveiller un géant endormi. Maintenant, je voudrais vous poser une question: si vous aviez autant de pouvoir entre les mains, attaqueriez-vous immédiatement ou attendriez-vous, comme moi, le moment où votre ennemi est le plus vulnérable? C'est-à-dire le moment où il pense avoir remporté la victoire? J'aimerais connaître votre stratégie dans les commentaires. Quand je suis monté dans la voiture, Jean-Luc parlait toujours à la radio. Sa voix ne m'énervait plus. Au contraire, elle ressemblait à une marche funèbre. La marche funèbre de son propre enterrement. Profites-en bien, Jean-Luc. Ai-je dit à la radio. Demain matin, ces caméras ne te filmeront pas comme une star, mais comme un criminel. Le matin à Paris était éclairé par un soleil timide qui perçait à travers les nuages gris. Il était exactement 10 heures. Dans la salle de bal du célèbre hôtel de luxe de la place Vendôme, Jean-Luc Renard montait sur scène. Oui, je dis bien scène. Car pour Jean-Luc, la vie était un théâtre et les gens n'étaient que des spectateurs. Je n'étais pas là, mais je regardais chaque seconde de la retransmission en direct que le major, le maire, avait transféré sur ma tablette. Jean-Luc, comme à son habitude, s'était parfaitement préparé pour son rôle. Il portait un costume en lin blanc immaculé. Ce costume avait été choisi délibérément pour véhiculer un message d'innocence et de pureté artistique. À ses côtés se tenaient les 3 avocats les plus chers de France et derrière lui, 2 acteurs célèbres qui avaient joué dans son film. La salle était bondée. Les flashs crépitaient si fort que Jean-Luc a vraiment brillé comme un ange pendant un instant. Il s'est avancé vers le podium. Ses yeux étaient humides. Mes amis, commença-t-il d'une voix tremblante, je ne suis pas venu ici en tant que réalisateur, mais en tant que citoyen au cœur brisé. Ce qui s'est passé hier dans le port de La Rochelle n'était pas seulement une attaque contre mon film, mais contre l'âme même de la France. Applaudissements, larmes, cris. On t'aime, Jean-Luc. Assis à l'arrière de la voiture, en boutonnant mon uniforme, cette scène me donnait la nausée. Mais en même temps, j'étais admiratif. Si mentir est un talent, Jean-Luc était le Picasso de ce domaine. Cette femme, dit Jean-Luc en m'attaquant à nouveau. Cette femme est une tyranne qui abuse de ses pouvoirs. À cause de son ego personnel, elle a joué avec le gagne-pain de 500 personnes. Elle a retiré les navires de l'État pour satisfaire ses caprices. Je vous le demande, nos impôts servent-ils à financer les caprices d'une bureaucrate ou l'art? Mon chauffeur m'a regardé dans le rétroviseur. Nous sommes arrivés, amiral, a-t-il dit. Nous étions devant le bâtiment froid et gris du bureau d'enquête sur les crimes financiers. Il était 10h25, alors que la conférence de presse de Jean-Luc avait attiré des centaines de journalistes. Seule une vingtaine de reporters étaient présents ici, informés par une fuite provenant de mon bureau qu'une annonce importante allait être faite. La plupart d'entre eux semblaient s'ennuyer. Ils étaient probablement déçus d'avoir manqué le spectacle de Jean-Luc, jusqu'à ce que la portière de la voiture s'ouvre. Lorsque je suis descendu de la voiture, le changement d'expression sur ces visages ennuyés était inestimable. Car devant eux, il n'y avait pas la femme en civil vêtue d'un manteau beige qu'ils avaient vu la veille sur le quai de La Rochelle. Devant eux se tenait l'amiral Eva Green, avec ses épaulettes dorées, la médaille de la Légion d'honneur sur la poitrine et son chapeau qui lui conférait toute son autorité, en grand uniforme, c'est-à-dire en tenue officielle complète. Nous ne portions cette tenue que lors des cérémonies officielles ou des déclarations de guerre. Et aujourd'hui, je faisais les deux. Les yeux des journalistes s'écarquillèrent. Les chuchotements cessèrent d'un coup. Les caméras se tournèrent précipitamment vers moi. Les antennes des véhicules de retransmission en direct commencèrent à se déployer. La voix de Jean-Luc à l'hôtel résonnait encore dans ma tablette. Je veux la démission de cette femme. Je veux même son emprisonnement. Je montais lentement les marches du bâtiment du PNF. Chaque pas que je faisais produisait un bruit sourd qui résonnait sur le sol en marbre. Je me suis avancé vers le podium. Je n'ai pas touché les micros. J'ai simplement posé mes mains de chaque côté du podium et j'ai regardé la foule. À ce moment-là, je pouvais imaginer que certains journalistes présents à la conférence de presse de Jean-Luc recevaient l'information dans leurs oreillettes. L'amiral est devant le PNF. Et il est en uniforme. Une fois le silence revenu, j'ai commencé à parler. Contrairement au ton théâtral de Jean-Luc, ma voix était claire et impassible, comme un signal sonar. Je suis le vice-amiral Eva Green, chef des communications de la marine. Je fis une courte pause. Monsieur Renard, qui se trouve actuellement à l'autre bout de la ville, prétend que j'ai entravé l'art et abusé de mes pouvoirs.
Il a demandé où allaient vos impôts. C'est une excellente question, et je suis venu ici pour y répondre. Le colonel Mercier, qui se tenait à mes côtés, posa le gros dossier noir qu'il tenait à la main sur le pupitre. La couverture du dossier ne portait pas seulement la mention Renard CONFIDNTIL. Elle était également estampillée des sceaux du ministère des Finances et du ministère de la Défense. Ce dossier que j'ai entre les mains, dis-je en tapotant légèrement le dossier, est une anatomie des crimes commis sous le couvert de l'art. Cris de surprise s'élevèrent dans la foule. Monsieur Renard aime dire que l'art coûte cher. Mais ce dossier montre que pour Monsieur Renard, l'art n'est pas seulement cher, c'est aussi un vol public extrêmement rentable. Les 4 millions d'euros d'aides d'État accordés par le ministère de la Culture pour la production du film n'ont pas été versés au plateau de tournage, mais à la société écran de Monsieur Renard au Panama, Poséidon Service. Les flashs ont commencé à crépiter comme des fous. Ce n'était pas une simple polémique, c'était une bombe. Et pire encore, et je poursuivis en durcissant le ton. Monsieur Renard a expliqué que son renvoi du plateau hier était dû à son ego. Mais la véritable raison est la sécurité de l'État. Je sortis de ma poche une copie agrandie de la photo envoyée par le capitaine Moreau et la tendis aux caméras. Jean-Luc était devant l'écran radar avec les trafiquants d'armes russes. Nous sommes ici sur le pont du FS Languedoc. Les personnes à ses côtés ne sont pas des acteurs. Ce sont des trafiquants d'armes internationaux. Sous prétexte de réalisme, Monsieur Renard a divulgué les systèmes radars les plus sensibles de l'OTAN à des personnes non autorisées et a tenté de brader notre sécurité nationale. J'ai posé la photo sur le pupitre. Ce matin, j'ai déposé une plainte officielle contre Jean-Luc Renard pour escroquerie aggravée, détournement de fonds publics et préparation d'activités d'espionnage. Le parquet examine actuellement les preuves. J'ai regardé les caméras comme si je regardais directement l'écran géant de la chambre d'hôtel de Jean-Luc. Monsieur Renard, vous venez de demander ma démission. Je suis là, en uniforme, à mon poste. Mais la vraie question est la suivante. Monsieur Renard, où serez-vous lorsque les policiers franchiront la porte de cet hôtel dans quelques instants? Je quittai la tribune. Je ne répondis à aucune question. Je me retournai et me dirigeai vers les lourdes portes du bâtiment de la PNF. Je pouvais entendre le tumulte derrière moi. Les journalistes se précipitaient sur leur téléphone, criaient pendant les émissions en direct. L'ambiance de la conférence de presse de Jean-Luc avait probablement tourné au cimetière à ce moment-là. Au sommet des escaliers, juste avant d'entrer, je me suis arrêté et j'ai jeté un dernier regard vers le chaos en contrebas. Voilà ce qu'était la tempête silencieuse. Pas besoin de faire du bruit. Il suffisait de murmurer la vérité, au bon moment et au bon endroit. Alors que Jean-Luc se noyait dans le bruit de ses propres mensonges, je n'avais fait que mon travail. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le vrai plaisir commence maintenant, car lorsqu'un narcissique est acculé, il n'abandonne pas ses attaques. Il commet des erreurs. Et moi, j'attendrai cette erreur. La boue a déjà commencé à éclabousser le costume blanc de Jean-Luc. Voyons voir comment il va nettoyer ses taches. Lorsque je descendis les escaliers du bureau d'enquête sur les crimes financiers et que je montai dans ma voiture de fonction, il ne fallut que 4 minutes pour que le chaos s'installe dans ce luxueux hôtel de la place Vendôme. La nouvelle se répandit à la vitesse de la lumière dans les câbles à fibre optique et tomba comme une bombe sur la scène sacrée de Jean-Luc. Assis à l'arrière de la voiture, j'ai repris ma tablette. L'image à l'écran n'était plus celle du monologue de Jean-Luc. C'était le chaos. Les téléphones des journalistes présents dans la salle se mirent à vibrer simultanément. Le son synchronisé des notifications interrompit brutalement le discours dramatique de Jean-Luc. Assis au premier rang, le journaliste de l'un des plus prestigieux journaux français leva la main. Sa voix tremblait, mais sa question était fatale. « Monsieur Renard !» s'écria le journaliste, interrompant Jean-Luc. « L'amiral Green vient de dévoiler des documents devant le bâtiment du PNF. Que direz-vous de votre société Poséidon Service au Panama et de vos liens avec des marchands d'armes russes ?» Jean-Luc se figea. Le masque de l'artiste victime tomba de son visage, laissant apparaître une terreur pure et sans mélange. « Qu'est-ce que vous racontez ?» dit-il, sa voix résonnant dans le micro. « Poséidon quoi? Les Russes? Ce sont des calomnies. Cette femme est folle. C'est une menteuse. » Mais plus personne ne l'écoutait. Un autre journaliste se leva d'un bond. « Monsieur Renard, l'amiral Green a partagé une photo qui prétend que vous avez vendu des images radar aux Russes. Elle est actuellement diffusée par toutes les agences. Connaissez-vous ces hommes ?» Les yeux de Jean-Luc se posèrent sur les écrans géants de la salle. L'équipe de réalisation, probablement prise de panique ou par réflexe journalistique, avait diffusé la photo que je venais de distribuer à la presse. Jean-Luc, aux côtés des marchands russes, souriait devant l'écran radar de la frégate Languedoc. À cet instant, les mensonges de Jean-Luc ont succombé à la gravité. Les avocats les plus chers de France à ses côtés, tels des rats quittant un navire en perdition, ont rassemblé leurs affaires et ont commencé à s'éloigner de la tribune.
Dès qu'ils ont compris que leur client n'était pas seulement un escroc, mais aussi un traître potentiel, ils se sont précipités pour sauver leur carrière. Jean-Luc regarda derrière lui. Les acteurs célèbres s'étaient déjà enfuis dans les coulisses. Il était seul. Dans son costume blanc immaculé, il se tenait seul au milieu de l'immense scène. C'est un montage, s'écria-t-il d'une voix cassée. Deepfake, intelligence artificielle. Je n'ai rien fait, je ne faisais que tourner. Un film? À ce moment précis, les immenses portes dorées de la salle s'ouvrirent dans un grand fracas. Ceux qui entrèrent n'étaient pas les agents de sécurité de l'hôtel. Ce n'étaient pas non plus des journalistes. Ceux qui entrèrent, vêtus de gilets pare-balles portant l'inscription Gendarmerie nationale, étaient des membres de la brigade spéciale de la gendarmerie et des inspecteurs de la police financière. Le commissaire en chef, en tête du groupe, brandit le mandat d'arrêt qu'il tenait à la main et écarta la foule. Jean-Luc Renard. Sa voix était forte et autoritaire. Vous êtes en état d'arrestation pour détournement de fonds publics, escroquerie aggravée et divulgation de secrets d'État. Mettez les mains sur la tête. Jean-Luc vivait le choc de sa vie. En tant que réalisateur, il avait toujours eu l'habitude de crier coupé, pour interrompre le tournage. Non, arrêtez, cria-t-il en tendant la main vers les policiers. Je suis Jean-Luc Renard. Vous ne pouvez pas me toucher. Appelez le ministre de la Culture. Appelez le président. Mais les policiers n'avaient pas lu son scénario. 2 agents lui ont violemment tordu les bras dans le dos. Je pouvais voir à l'écran que les coutures des épaules de sa veste en lin coûteuse étaient mises à rude épreuve. Vous me faites mal. Vous savez que je vais tout vous faire virer. Le cliquetis des menottes métalliques froides qui se refermaient sur ses poignets couvrit tous les flashs des appareils photo dans la salle. Jean-Luc Renard, l'enfant prodige de la France, avait été menotté lors de sa propre conférence de presse en direct devant des centaines de caméras. En regardant cette scène, j'ai ressenti un étrange sentiment de paix. Ce n'était pas de la vengeance, c'était la justice. Mais je sais que la plupart d'entre vous se disent tant mieux. Vous applaudissez peut-être même devant votre écran. Une question, pourquoi le fait que justice soit rendue nous procure-t-il autant de plaisir? Parce qu'au fond de nous, nous voulons tout que l'arrogance soit punie. Si vous ressentez vous aussi cette froide satisfaction que je ressens en ce moment, n'oubliez pas d'aimer cette histoire, car nous n'en avons pas encore fini. Alors que les policiers traînaient Jean-Luc hors de la salle, il continuait à crier devant les caméras et un complot. Cette femme est jalouse de moi. Elle est jalouse de mon génie. J'ai regardé par la fenêtre de la voiture les rues de Paris. Il avait commencé à pleuvoir. Alors que Jean-Luc était sorti de l'hôtel et poussé dans la voiture de police, son costume blanc était désormais trempé et froissé. Les taches de boue qui l'éclaboussaient n'étaient plus seulement une métaphore. Mon téléphone a sonné. C'était le colonel Mercier. Monsieur, dit-il d'une voix excitée, ils l'ont arrêté. Il est en train d'être conduit au commissariat. Mais, il y a un problème. Je fronçai les sourcils. Lequel? Au moment de son arrestation, il a réussi à envoyer un message juste avant que les policiers ne confisquent son téléphone. Le maire a intercepté le signal, mais le contenu est crypté. Nous avons seulement pu identifier le destinataire. À qui l'a-t-il envoyé? Au responsable de la sécurité de sa villa à Saint-Tropez. Et le responsable de la sécurité est sur le point de quitter la villa. Il a avec lui un grand sac noir. Je plissai les yeux. Le plan B de Jean-Luc était en marche. Que contenait ce sac? Encore plus d'argent. Ou les documents officiels de son accord avec les Russes. Dites à le maire de prévenir la gendarmerie de Saint-Tropez. Ai-je dit? Cette voiture ne doit pas quitter la villa. Si nécessaire, bloquez la route. Je veux ce sac, Mercier. À vos ordres, amiral. Je raccrochai le téléphone. Jean-Luc était peut-être en prison, mais il essayait toujours de continuer le jeu. Je pense que sa stupidité était encore plus grande que son arrogance. Il pensait toujours pouvoir gagner. Je me suis tourné vers mon chauffeur. Changé d'itinéraire. Lui ai-je dit. Où ça, amiral? À l'aéroport. Qu'il prépare le jet de la marine. Le chauffeur était surpris. Nous quittons Paris. Oui, ai-je répondu en regardant mon reflet dans la vitre. Une journée ensoleillée nous attend à Saint-Tropez. Et je pense que nous avons une petite discussion à avoir avec un responsable de la sécurité. La chute de Jean-Luc avait été bruyante, certes. Mais les vrais secrets étaient cachés dans cette villa silencieuse. Et je n'allais pas laisser un seul secret rester dans l'ombre. Maintenant, je vous pose la question à ma place, auriez-vous regardé Jean-Luc pourrir en prison, ou auriez-vous recherché cette dernière valise? J'ai donné ma réponse. Un chasseur ne laisse jamais sa proie blessée. Il achève sa tâche. Rendez-vous à Saint-Tropez. Lorsque mon jet d'assaut Falcon 50 appartenant à la marine a atterri sur la piste de l'aéroport de Toulon hier, il n'y avait plus aucune trace de la pluie et du chaos qui régnait à Paris. Ici, le soleil brillait comme un bourreau au sommet d'une colline, faisant vibrer l'asphalte. Mais cette chaleur ne me réchauffait pas. Au contraire, elle rendait la glace dans mes veines encore plus vive. En descendant les marches de l'avion, j'ai aperçu le véhicule blindé noir de la gendarmerie qui m'attendait.
ainsi que le colonel Laroche à ses côtés. Laroche était le commandant de la gendarmerie de la région et son expression résumait la gravité de la situation. « Bienvenue, amiral », m'a-t-il dit en me saluant militairement. « Votre timing est parfait. Nous avons intercepté le véhicule cible sur la route des 559, près de la plage de Pampelonne. L'avez-vous arrêté » ai-je demandé en mettant mes lunettes de soleil. « Pas encore. Nous l'avons encerclé, mais il ne répond pas à nos sommations. Il conduit dangereusement. Nous le suivons de près afin de ne pas mettre les civils en danger. Mais, Laroche marqua une pause. Mais quoi, colonel? Le véhicule se dirige vers un port. Un quai privé. Nous avons repéré un hors-bord qui l'attend là-bas. S'il monte à bord, il ne lui faudra que 15 minutes pour atteindre les eaux internationales. En passant sur la banquette arrière, je dis, il ne montera pas à bord de ce bateau. La fermeté de ma voix surprit même Laroche. Si nécessaire, bloquez-lui la route. Si nécessaire, tirez sur ses pneus. Mais ce sac noir ne quittera pas le pays. Lorsque notre convoi quitta l'aéroport et prit la route côtière, les sirènes déchirèrent l'après-midi paresseux de Saint-Tropez. Les touristes, en train de manger leur glace, nous regardaient avec étonnement. Pour eux, ce n'était qu'une excitation passagère. Pour moi, c'était le dernier coup d'une partie d'échecs. Les communications radio retransmettaient les détails de l'opération, le véhicule cible et un Range Rover noir. Immatriculation 83 JLR 01. Vitesse 140 km/h. À 3 km du port. JLR, ai-je murmuré. Jean-Luc Renard. Narcissique au point de mettre ses initiales sur sa plaque d'immatriculation. 5 minutes plus tard, nous sommes arrivés sur les lieux de l'opération. La scène ressemblait à la scène finale d'un film hollywoodien. Les véhicules de la gendarmerie avaient bloqué la route côtière étroite avec une barricade. Le Range Rover noir s'était arrêté in extremis pour éviter de percuter les barrières, laissant échapper de la fumée de ses pneus. Le véhicule était encerclé par des gendarmes armés de fusils G36. « Sortez de la voiture. Montrez vos mains !» criait le commandant de l'équipe. Je suis sorti de la voiture. Le vent faisait voler les pans de mon uniforme. En me voyant, les gendarmes ont formé un couloir. J'ai reconnu l'homme assis au volant du Range Rover. C'était Igor Vlasov, que Jean-Luc appelait le directeur de la sécurité, mais qui était en réalité un ancien mercenaire chargé de ces sales besognes. Igor tenait fermement le volant et me regardait dans le rétroviseur. Il n'y avait pas de peur dans ses yeux, mais plutôt un regard calculateur. Je me suis approché lentement de la voiture. Le chef d'équipe m'a averti, amiral, soyez prudent, il est peut-être armé. Je levai la main pour l'arrêter. Je m'approchai de la vitre d'Igor et tapotai légèrement du doigt. Tic-tic. Igor a lentement baissé la vitre. L'intérieur sentait le cuir épais et la poudre à canon. La partie est terminée, Igor, dis-je. Jean-Luc est à Paris. Il a donné ton nom. Il a dit, c'est Igor qui a tout planifié. C'était un mensonge, bien sûr. Jean-Luc était probablement encore en train de pleurer. Je suis un artiste. Mais les hommes comme Igor ne travaillent pas par loyauté, mais par intérêt. Et le fait qu'il croit que son patron l'avait trahi était la clé la plus rapide pour ouvrir la serrure. Les muscles du visage d'Igor se contractèrent. C'est idiot, murmura-t-il en russe. Où est le sac? Demandai-je. Igor regarda le grand sac de sport noir posé sur le siège à côté de lui. Puis il se tourna vers moi. Si je te le donne, que peux-tu faire pour moi? Je souris. Je ne te mettrai pas au cachot de cette frégate. Je te ferai passer ton séjour dans une prison civile, dans une cellule avec une fenêtre. Et crois-moi, mon offre est la meilleure que tu puisses obtenir. Igor réfléchit un moment. Puis il coupa le moteur. Il leva les mains en l'air. Marché conclu, dit-il. Pendant que les gendarmes sortaient Igor de la voiture et lui passaient les menottes, je me suis penché vers le sac sur le siège avant. Le sac était lourd, très lourd. Je la posai sur le capot de la voiture et ouvris la fermeture éclair. Quand j'ai vu ce qu'il y avait dedans, j'ai entendu les gendarmes autour de moi retenir leur souffle. Le sac n'était pas seulement rempli d'argent. Oui, il y avait des liasses de billets de 500 €, environ 2 à 3 millions d'euros, mais ce n'était pas le véritable trésor. Entre les billets, il y avait 3 disques durs cryptés selon les normes militaires et un épais cahier relié en cuir. J'ai pris le carnet et j'ai ouvert une page au hasard. Ce que j'ai vu prouvait que Jean-Luc n'était pas un simple escroc. Ce carnet était comme un guide qui est qui. Dame-date, des montants et des noms. Pas seulement des marchands d'armes russes. Certains bureaucrates français, des banquiers célèbres et même quelques noms de l'industrie de la défense. Jean-Luc n'utilisait pas les plateaux de tournage uniquement pour satisfaire son ego. Il les utilisait comme zone de sécurité, pour le blanchiment d'argent international et le commerce d'information. Les budgets de production étaient un excellent prétexte pour légaliser les pots de vin. Bon sang, dit le colonel Laroche en regardant par-dessus mon épaule. C'est beaucoup plus important que ce que nous pensions, amiral. Oui, colonel,
répondis-je en refermant le cahier et en le rangeant dans mon sac. Jean-Luc n'était qu'un pion. Nous venons de mettre la main sur le trésor du roi. À ce moment-là, mon téléphone sonna. Le numéro était inconnu. Je répondis. Amiral Green. À l'autre bout du fil, une voix métallique et artificielle répondit. Félicitations, amiral. Vous avez récupéré la mallette. Mais avant de lire les noms dans ce carnet, vous voudrez peut-être vérifier où se trouve votre famille. Le téléphone s'est éteint. Sous le soleil brûlant du sud de la France, j'ai ressenti pour la première fois un frisson. Ce n'était pas une menace que Jean-Luc pouvait proférer. Il était en prison. C'était la voix des autres. Dans le carnet. Je vous pose maintenant la question suivante. Si, en résolvant une injustice, vous vous rendiez compte que vous aviez réveillé un monstre encore plus grand, que feriez-vous? Vous retireriez-vous ou vous jetteriez-vous à la gorge de ce monstre? Ma réponse est claire. Je suis un marin. Nous ne fuyons pas la tempête. Nous nous jetons dans la tempête. Mais avant cela, j'ai un appel à passer. Je me suis tourné vers le colonel Laroche. Mon expression n'était plus seulement froide. Elle était mortelle. Colonel, mettez cette valise dans le véhicule blindé et conduisez-la à l'aéroport. Et trouvez-moi immédiatement une ligne sécurisée. Je dois appeler le commandement des opérations spéciales. Pourquoi, amiral? Y a-t-il un problème? Les règles de la guerre ont changé, colonel. Dis-je en regardant l'horizon. Nous ne poursuivons plus seulement des voleurs. Nous allons danser avec des assassins. La chute de Jean-Luc n'était qu'un début. La véritable histoire se cachait dans l'obscurité de cette valise noire. Et cette obscurité venait de me déclarer la guerre. Êtes-vous prêts? Car désormais, fini les canards en plastique. Ce sont les vraies balles qui vont parler. Lorsque le téléphone s'est éteint. Les sons vivants et joyeux de Saint-Tropez, les cris des mouettes, les rires des touristes, la musique venant de loin ont soudainement disparu. Il ne restait plus que le bourdonnement du sang dans mes oreilles. La menace de ce son métallique résonnait dans mon cerveau. Vous voudrez peut-être vérifier où se trouve votre famille. Une personne normale paniquerait à ce stade. Elle pleurerait. Elle s'effondrerait. Mais je n'étais pas une personne normale. J'étais un amiral. Et chez nous, paniquer signifie mourir. Le colonel Laroche, commandant de la gendarmerie, avait remarqué le changement d'expression sur mon visage. Il avait pâli, car dans mes yeux, il n'y avait plus le regard d'un homme de loi. Il y avait le regard d'un destructeur. Amiral? Dit-il avec hésitation. Vous allez bien? Je ne lui ai pas répondu. J'ai sorti mon deuxième téléphone de ma poche. Ce n'était pas le téléphone crypté standard que l'État m'avait fourni. C'était un appareil noir, directement relié à un satellite, que je transportais uniquement pour les scénarios apocalyptiques. Je composais un seul numéro dans le répertoire. Mon mari, Henri. Henri était un ancien diplomate du ministère des Affaires étrangères. Il avait pris sa retraite et menait désormais une vie paisible dans notre maison de campagne près de Bordeaux. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Le téléphone a sonné 2 fois avant d'être décroché. Allô? La voix d'Henri était joyeuse. Il était probablement dans le jardin. Henri, ai-je dit. Il a immédiatement reconnu le ton étrange et robotique de ma voix. Nous avions travaillé pendant des années dans des zones dangereuses. Il savait ce que ce ton signifiait, pas de bavardage. Pas de questions. Juste de l'obéissance. Il y eut un silence. Les chants des oiseaux cessèrent. Je t'écoute, Eva, dit-il. Sa voix n'était plus joyeuse, mais tranchante. Code jardin d'hiver. Ai-je dit. Je répète. Code jardin d'hiver. Immédiatement. Ce code était un protocole d'urgence que nous avions établi entre nous des années auparavant. Sa signification était simple, la maison n'est pas sûre. Laisse tout tomber et descends à l'abri. Les enfants? Demanda-t-il simplement. Notre fille Marie était étudiante à l'université à Paris. Ses cousins qui va les chercher. Ai-je répondu. Occupe-toi juste de te mettre en sécurité. Dans 5 minutes, toutes les communications seront coupées. Je t'aime. Moi aussi. A-t-il répondu avant de raccrocher. J'ai pris une profonde inspiration. La première étape était terminée. Passons à la deuxième. J'ai immédiatement composé un deuxième numéro. Cette fois, j'appelais le commandement des opérations spéciales maritimes à Toulon. Autrement dit, le siège des célèbres commandos Hubert. Ici le colonel Le Guin. Le Guin. Ici l'amiral Green. Code d'autorisation Sierra Tango 9. À partir de maintenant, je vous demande d'appliquer le protocole protection ombre. À ma fille dans le 16e arrondissement de Paris et à ma femme à Bordeaux. Niveau de menace rouge. Il y eut un silence d'une seconde à l'autre bout du fil. Amiral. Est-ce un exercice? Le Guin, dis-je en regardant le soleil de Saint-Tropez, si un seul cheveu de ma fille est touché, je détruirai le port de Toulon. Ce n'est pas un exercice. C'est un ordre de guerre. Bien reçu, amiral. Les équipes partent dans 3 minutes. Les hélicoptères sont dans les airs. Je raccroche et me tourne vers le colonel Laroche.
Il me regarde avec effroi. En tant que commandant de la gendarmerie, il connaît les procédures, mais voir un amiral de la marine mobiliser les forces spéciales pour sa famille, ce n'est pas quelque chose qu'il voit tous les jours. Colonel, dis-je en lui montrant la mallette noire que je tenais à la main. Cette mallette m'accompagne désormais. Mais, amiral, c'est une preuve. Selon la procédure. Je l'ai regardé d'un tel air qu'il n'a pas pu finir sa phrase. La procédure a changé, colonel. Ce sac n'est plus une preuve. Ce sac est un otage. Ils ont menacé ma famille. Je tiens leur avenir entre mes mains. Je suis monté dans le véhicule blindé. Conduisez-moi à l'aéroport. Ai-je dit au chauffeur. En retournant à l'aéroport, j'ai envoyé le numéro d'où provenait l'appel menaçant à Lemaire, du service de renseignement cybernétique. Lemaire, je veux le signal de ce numéro. D'où ont-ils appelé? 2 minutes plus tard, Lemaire m'a répondu. Et cette réponse m'a fait l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. Le signal provenait de Paris, de l'intérieur du bâtiment du ministère de la Défense amiral. Mais la ligne appartient à un bureau de très haut niveau. J'ai plissé les yeux. Ils étaient à l'intérieur. L'ennemi n'était pas seulement les marchands d'armes à l'extérieur. L'ennemi, c'étaient les gens que je côtoyais dans les couloirs, avec qui je mangeais à la cantine. Les noms dans ce carnet. Ce n'étaient pas seulement des hommes d'affaires. Il y avait des bureaucrates, des généraux, peut-être même des ministres. Lorsque mon jet Falcon 50 a décollé, je retournais à Paris. Mais cette fois-ci, je n'y allais pas pour me défendre, mais pour chasser. Je me suis assis à la table de conférence de l'avion et j'ai ouvert le carnet en cuir noir qu'Igor m'avait donné. J'ai commencé à lire les noms un par un. Et à chaque nom que je lisais, ma colère faisait place à une détermination glaciale. Ces gens se croyaient intouchables. Ils pensaient pouvoir se cacher derrière leur pouvoir, leur argent et leur statut. Mais ils avaient oublié une chose, quand on menace une mère, les grades n'ont plus aucune importance. Je vous pose une question, chaque être humain a une ligne rouge. Lorsque cette ligne est franchie, les règles, les lois et les peurs perdent tout leur sens. Quelle est votre ligne rouge? Votre famille? Votre honneur? Ma ligne a été franchie aujourd'hui. Et ceux qui l'ont franchie ne verront pas le lendemain. Depuis le hublot de l'avion, j'ai regardé le ciel bleu paisible au-dessus des nuages. Attendez, ai-je murmuré. Je vais vous faire sortir de vos repères, un par un. Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était Le Guin. Amiral. Votre fille est en sécurité. Notre équipe l'a récupérée à l'école. Votre femme est également en sécurité. Elles sont toutes les deux sous surveillance militaire. Le poids énorme qui pesait sur mes épaules s'est soudainement envolé. J'ai pris une profonde inspiration. Une larme a coulé de mes yeux, mais je l'ai immédiatement essuyée. Pas de faiblesse. Merci, Le Guin, ai-je dit. Nous passons maintenant à la deuxième phase de l'opération. Quels sont vos ordres, amiral? Je descends à Paris, ai-je répondu. Et j'emporte ce cahier avec moi. Mais je ne viendrai pas seul. Préparez-moi une équipe de protection entièrement équipée pour entrer dans ce bâtiment. Et appelez la presse. La presse? Oui, puisqu'ils sont à l'intérieur, puisqu'ils se cachent dans l'ombre. Il est temps d'allumer les projecteurs. Je vais tout révéler. En direct. Alors que l'avion approchait de Paris, le soleil se couchait. Mais pour moi, le jour se levait. Les canards en plastique de Jean-Luc avaient coulé. Il était maintenant temps de chasser les requins au fond de l'océan. Lorsque nous nous sommes arrêtés devant le siège futuriste du ministère de la Défense, l'Hexagone Ballard, dans le 15e arrondissement de Paris. La nuit était déjà tombée sur la ville. Mais ici, il ne faisait pas sombre. Au contraire, les flashs des appareils photos des journalistes que j'avais convoqués transformaient la nuit en jour. Derrière moi se trouvait une équipe de 6 membres des forces spéciales de la marine, entièrement équipés et le visage masqué par des cagoules. Devant moi se trouvaient les portes menant au bureau de l'un des hommes les plus puissants de France, le traître interne, qui avait passé cet appel téléphonique menaçant. Le chef de la sécurité du bâtiment s'est précipité vers moi, terrifié. « Amiral, que faites-vous? Vous ne pouvez pas entrer ici avec une équipe armée. C'est le ministère. » Je ne lui ai même pas prêté attention. J'ai simplement continué à marcher. Le commandant de l'équipe derrière moi a gentiment écarté le chef de la sécurité. « Faites place », ai-je dit d'une voix métallique. Ce soir, c'est le grand nettoyage. Lorsque nous sommes entrés dans le hall principal, le silence stérile a laissé place au bruit des bottes. Les réceptionnistes ont laissé tomber leur tasse de café. Alors que nous nous dirigions vers les ascenseurs, une armée de journalistes qui nous suivaient a également franchi la sécurité et s'est engouffrée à l'intérieur. Normalement, cela n'aurait jamais été autorisé. Mais cette nuit-là n'était pas une nuit normale. Cette nuit-là, c'étaient mes règles qui s'appliquaient. Dans l'ascenseur, j'ai serré le carnet noir contre ma poitrine. Notre destination, le 7e étage. L'étage du directeur général chargé de la logistique et de l'approvisionnement, le général de corps d'armée Bastien Roche. Roche, ce commandant respectable.
qui, pendant des années, sous le masque de l'homme d'État, avait blanchi des milliards d'euros d'argent sale, trafiqué des armes et, pire encore, trahi ses propres compagnons d'armes en utilisant des pions comme Jean-Luc. Cette voix qui avait osé menacer ma famille. Lorsque les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, la secrétaire de Roche a poussé un cri. « Que personne ne bouge !» a crié le commandant de l'équipe. Le couloir a été immédiatement pris sous contrôle. Je me suis dirigé directement vers cette grande porte en bois de Maune. Au-dessus de la porte, on pouvait lire en lettres dorées général de corps d'armée B. Roche. Je n'ai pas frappé à la porte. Je ne l'ai pas enfoncée non plus. J'ai simplement abaissé la poignée et je suis entré. Derrière moi, les caméras, derrière moi, mon équipe. Roche était assis à son bureau, faisant semblant de signer des documents. Mais ses mains tremblantes le trahissaient. Il savait que j'arrivais. La sécurité l'avait prévenu. Mais il ne pouvait pas s'échapper. Il n'avait nulle part où aller. Il a levé la tête. Son visage était livide. Mais son arrogance, cette maudite arrogance était toujours là. « Comment osez-vous, amiral Green ?» rugit-il en se levant. « C'est mon bureau ici. Sortez immédiatement ou... Sinon quoi ?» l'interrompis-je. J'entrai dans la pièce et jetai le carnet en cuir noir sur son bureau, juste devant lui. Le carnet tomba lourdement sur le bureau. Roche retint son souffle dès qu'il vit le carnet. À cet instant, je vis dans ses yeux non pas le regard d'un général, mais celui d'un voleur pris en flagrant délit. « Jean-Luc te passe le bonjour, Bastien, dis-je, en utilisant son nom sans mentionner son grade. Et Igor aussi. J'ai lu les 147 pages de ce cahier. Les codes radars vendus aux Russes. Les 30 millions d'euros blanchis par la société Poséidon. Et surtout, le compte en Suisse du général sur lequel cet argent a été versé. » Roche regarda les caméras. Lorsqu'il réalisa qu'il était en direct, la dernière lueur d'espoir dans ses yeux s'éteignit. « Ce sont des calomnies, » murmura-t-il. Sa voix n'était plus tonitruante, elle était désormais aiguë. « C'est un complot. » Je fis un pas vers lui. Seule la table nous séparait. « Vous avez appelé ma famille, dis-je. » Ma voix était si basse que seul lui et mon micro-cravate pouvaient l'entendre. « Vous avez donné le nom de l'école de ma fille. Vous avez laissé entendre que vous saviez où se trouvait ma femme. Pour couvrir votre vol, vous avez pris pour cible la famille d'un de vos camarades d'armes. » Je me suis penché vers la table. J'ai regardé la peur au plus profond de ses yeux. « Je te donne une chance, Bastien. Prends ce téléphone et appelle ta famille. Dis-leur que tu ne rentreras pas à la maison ce soir. Dis-leur même que tu ne rentreras pas avant longtemps. » Roche s'est effondré sur sa chaise. Je me suis retourné et j'ai fait signe à l'équipe de la police malienne qui se tenait près de la porte. « Emmenez-le. » Lorsque les policiers sont entrés dans la pièce, Roche n'a pas résisté. Les étoiles sur ses épaules étaient si lourdes à ce moment-là qu'elles l'écrasaient. Alors qu'on lui passait les menottes, les flashs crépitaient sans pitié. Un général de corps d'armée, dans son propre bureau, avait été démasqué et arrêté par son propre subordonné. Dans le coin de la pièce, la télévision diffusait les dernières nouvelles coups de tonnerre au ministère de la Défense. Le général de corps d'armée Roche arrêté en direct à la télévision pour espionnage et corruption. Alors qu'on le faisait sortir de la pièce, Roche m'a lancé un dernier regard. Il n'y avait pas de haine dans ce regard, seulement une pure stupéfaction. « Comment as-tu fait » semblait-il dire. « Comment m'as-tu battu » La réponse était simple, « Bastien, tu aimais l'argent. Moi, j'aimais les valeurs que j'avais juré de protéger. » Le commandant de l'équipe est venu me voir. « Amiral, la sécurité du bâtiment est assurée. Le procureur est en route. »« Merci, capitaine, ai-je répondu. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé les lumières de Paris. En bas, je pouvais voir la foule rassemblée dans la rue. Les admirateurs de Jean-Luc étaient partis, remplacés par des citoyens qui criaient « Nous voulons la justice ». Une tempête avait éclaté, oui. D'âmes arbres avaient été déracinés, des toits avaient été emportés, mais l'air était purifié. L'air étouffant et pollué avait disparu, remplacé par de l'oxygène frais. À ce moment-là, mon téléphone a vibré. Un message de mon mari Henri, nous regardons la télévision. Nous sommes fiers de toi. Quand rentres-tu à la maison? J'ai souri. Pour la première fois, ce n'était pas un sourire froid et figé, mais un vrai sourire chaleureux qui s'est dessiné sur mon visage. Mais mon travail n'était pas encore terminé. Ce nettoyage n'était qu'un début. Je voudrais vous poser une dernière question. Savez-vous pourquoi il est si impressionnant de voir un homme puissant tomber? Parce que cela nous rappelle que personne, quel que soit son rang ou sa fortune, n'est au-dessus de la justice. Le général Roche pensait que son poste le protégerait, mais la seule chose qui pouvait le protéger était son honneur, et il l'avait vendu des années auparavant. Ne pensez-vous pas que justice a été rendue? Je me suis dirigé vers la porte de la pièce. Il était temps de rentrer chez moi, mais avant, j'avais une dernière chose à dire. Au public, à la marine et, surtout, à ces jeunes femmes qui suivaient cette histoire. La finale approche, et croyez-moi, la fin de cette histoire sera bien plus belle que vous ne l'imaginez.
Savez-vous ce qu'il y a de plus intéressant dans les tempêtes? C'est le silence qu'elles laissent derrière elles. Dans ce silence, on voit très clairement qui est resté debout et qui s'est effondré. 6 mois se sont écoulés depuis cette nuit de raid à Paris. Les saisons ont changé. Les nuages gris ont disparu, laissant place à la douceur du printemps français. En ce moment, je suis assise sur la terrasse de la maison de campagne que je possède avec mon mari Henri à Saint-Émilion, près de Bordeaux. J'ai un verre de vin à la main. Et non, ce n'est pas un de ces vins chers et sans âme que Jean-Luc buvait lors de ses fêtes fastueuses. C'est un vrai vin, produit avec patience et travail sur nos terres. Sur la table devant moi se trouvent les journaux du matin. Mon nom fait toujours la une, mais plus en tant qu'amiral controversé, mais en tant que dame de fer. Mais où sont-ils? Permettez-moi de vous présenter le rapport mixte que je vous avais promis. Jean-Luc Renard, ce réalisateur génial, est actuellement détenu dans le bloc F de la prison de Fleury-Mérogis. Le tribunal l'a reconnu coupable de détournement de fonds publics, escroquerie aggravée et mise en danger de secret d'État. Il n'a pas bénéficié d'une réduction de peine pour bonne conduite, car même pendant le procès, il a crié au juge que comprenez-vous l'art? Sa peine 12 ans de prison. Tous ses biens ont été saisis. Sa villa à Saint-Tropez, ses voitures de luxe et son appartement à Paris ont été vendus aux enchères par l'État. Les recettes ont été reversées à la Fondation des anciens combattants de la Marine. Aux dernières nouvelles, il aurait tenté de créer un ciné-club dans la bibliothèque de la prison, mais personne ne voudrait regarder ses films. Le général de corps d'armée Bastien Roche, sa chute a été beaucoup plus dure. La cour martiale l'a jugé pour trahison et espionnage international. Il a été dégradé. Lorsque les étoiles ont été retirées de ses épaules, il a semblé rapetissé physiquement. Sa peine, 25 ans de prison. Et le plus douloureux, c'est que sa famille l'a rejeté. Sa femme a demandé le divorce et a repris son nom de jeune fille. Roche restera désormais dans les pages poussiéreuses de l'histoire comme une tache honteuse. Igor Vlasov, grâce à l'accord qu'il a conclu avec moi, il a bénéficié d'une peine plus légère. 5 ans de prison, puis l'expulsion. Il se trouve actuellement dans une cellule de haute sécurité à Lyon, où il réfléchit probablement à ce qu'il devra rendre compte à ses anciens patrons lorsqu'il retournera en Russie. Et moi, Eva Green. Lorsque j'ai quitté le ministère de la Défense cette nuit-là, le président m'a appelé personnellement. Il m'a dit que la voie vers le poste de chef d'état-major était ouverte, que j'allais être promu. Tout le monde s'attendait à ce que j'accepte. Mais j'ai fait autre chose. J'ai démissionné. Pourquoi? Parce que j'avais accompli ma mission. J'avais nettoyé le système de l'intérieur, protégé ma famille et brandi l'épée de la justice dans toute sa puissance. Je n'avais plus besoin de porter l'uniforme car le nom d'Eva Green était désormais plus puissant que n'importe quel grade. Grâce à ma prime de retraite et à la force morale que m'a procuré le rétablissement de la réputation des navires de guerre que Jean-Luc appelait canards. En plastique, j'ai lancé un nouveau projet, la Fondation Eva Green pour le leadership. Aujourd'hui, cette fondation offre des bourses à des jeunes filles intelligentes mais défavorisées, venues de toute la France. Nous les formons non seulement sur le plan académique, mais aussi pour qu'elles puissent affronter la vie avec force. Nous leur apprenons à dire non, à ne pas avoir peur et à ne pas reculer lorsqu'elles ont raison, quelle que soit la personne en face d'elles. Hier, une élève de 19 ans est venue me voir à la fondation. Ses yeux brillaient. « Amiral, m'a-t-elle dit, je veux être comme vous. Je veux me battre comme vous. » Je lui ai souri et lui ai pris la main. « Non, ma chérie, lui ai-je répondu. Ne sois pas comme moi, sois toi-même. Et remporte des victoires plus importantes que celles que j'ai remportées. Car j'ai ouvert la voie. À toi de marcher dessus. » Henri s'approche de moi avec 2 assiettes de fromage. L'expression inquiète sur son visage a disparu, remplacée par un sourire serein. Notre fille Marie vient nous rendre visite ce week-end. Nos téléphones ne sont plus sur écoute. Il n'y a plus de garde à notre porte. Il n'y a plus que nous. Et cette liberté est plus grandiose que le plus grand navire de l'océan. Pourquoi vous ai-je raconté cette histoire? Simplement pour que vous preniez plaisir à insister à la chute d'un narcissique comme Jean-Luc? Non. Je vous ai raconté cette histoire parce que le pouvoir, ce n'est pas crier. Le pouvoir, c'est pouvoir retirer discrètement ses navires du port quand c'est nécessaire. L'orgueil est le poison le plus coûteux. Jean-Luc et Roche ont bu ce poison de leurs propres mains. Et surtout, ne sous-estimez jamais, au grand jamais, une femme, en particulier une femme qui protège sa famille. Notre silence ne vient pas d'une capitulation, mais d'une stratégie. Je lève maintenant mon verre à vous. À vous qui m'écoutez devant votre écran, peut-être victime d'une injustice dans votre vie, peut-être opprimé par votre patron, peut-être méconnu. N'ayez pas peur. Préparez votre plan. Rassemblez vos preuves. Et le moment venu, déclenchez votre tempête. Croyez-moi, le paysage à la fin de cette tempête vaudra toutes les souffrances que vous avez endurées. Je suis Eva Green. C'était mon histoire. Et maintenant, je pose mon stylo. Car il y a désormais de nouvelles histoires à vivre, de nouvelles vies à sauver et de nouveaux couchers de soleil paisibles à savourer. Au revoir.
Et n'oubliez pas, vous êtes la tempête.